Allez, on attaque. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui est littéralement en train de refondre les bases de la finance, la tokenisation d'actifs. Et attention, ce n'est pas juste un mot à la mode, non, c'est une véritable mise à jour de toute la plomberie du système financier mondial. La question peut sembler un peu dingue, mais en fait, elle est au cœur de notre sujet. Pensez-y, des actifs comme l'immobilier de luxe, les œuvres d'art ou même les parts dans des fonds d'investissement privés, tout ça, ça a toujours été un club très fermé, réservé à une élite. Mais et si ça changeait? Et si tout le monde pouvait y avoir accès? Et voilà, la réponse, elle est là sous nos yeux. Le contraste il est juste saisissant en fait. On passe d'un monde qui était lent, incroyablement cher et opaque, à un univers qui est quasi instantané, super accessible et transparent. C'est exactement ça le problème que la tokenisation vient régler. Pendant des décennies, c'était simple. Il y avait 3 grands murs devant l'investisseur lambda. D'abord, des tickets d'entrée hors de prix. Ensuite, des processus administratifs qui duraient une éternité. Et enfin, l'impossibilité de revendre facilement son bien, ce qu'on appelle l'illiquidité. Et voici le héros de notre histoire. La tokenisation, c'est précisément la technologie qui a été conçue pour faire tomber ces murs. L'idée, ce n'est pas juste de numériser, c'est de transformer en profondeur. Bon, alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Attention, il y a un piège à éviter. Il ne faut surtout pas confondre ça avec une simple digitalisation. Un PDF, au fond, c'est juste une photo numérique d'un contrat. Le token, lui, c'est la valeur. Ce n'est pas une copie, c'est l'actif. Il contient toutes les règles, tous les droits, et surtout, il peut être programmé pour agir de manière autonome via les fameux smart contracts. Et ces tokens, ils ont en gros 3 super pouvoirs. Le premier, c'est la fractionnalisation. On peut enfin rendre accessible ce qui était inaccessible. Deuxièmement, le règlement instantané. L'actif et l'argent changent de main exactement au même moment, ce qui élimine tout risque. Et enfin, le troisième super pouvoir, c'est que les marchés ne ferment jamais, s'attendent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais pour que toute cette magie fonctionne, il faut du carburant. Parce que c'est bien beau de transférer un token en 1 seconde, mais si on doit attendre 3 jours pour un virement bancaire, ça perd tout son intérêt. Et c'est là qu'entrent en jeu les stablecoins. Vous savez, ces crypto-monnaies dont la valeur est calée sur une monnaie comme l'euro ou le dollar. En gros, c'est le cash du monde numérique qui permet au paiement d'être si rapide que le transfert de l'actif. Allez, passons à la pratique. On va voir maintenant comment ça change concrètement les choses pour 2 types d'acteurs qui sont très très différents. Les particuliers d'un côté et les grosses institutions de l'autre. En ce moment, on voit surtout 2 grands cas d'usage émerger. D'un côté, les fonds monétaires tokenisés, qui visent l'efficacité pour les entreprises. Et de l'autre, l'immobilier tokenisé, qui lui cherche à démocratiser l'accès pour les particuliers. 2 mondes, 2 objectifs, mais une seule et même technologie. Côté institutionnel, l'exemple parfait, c'est le fonds BUIDL de BlackRock. Imaginez le trésorier d'une grande boîte. Il envoie des millions en stablecoins, il reçoit des tokens en échange, et chaque jour, hop, le smart contract ajoute automatiquement de nouveaux tokens dans son portefeuille. Ce sont les intérêts qui tombent. C'est une gestion de trésorerie ultra efficace, sans paperasse et quasi instantanée. Et maintenant, pour les particuliers, c'est là que la magie de l'immobilier fractionné opère. On achète quelques jetons qui représentent une part d'un immeuble. Le gestionnaire de l'immeuble, lui, il collecte les loyers en euros, les transforme en stablecoins, et le smart contract s'occupe de tout distribuer automatiquement à tous les détenteurs de jetons. On peut littéralement voir arriver quelques centimes de loyer chaque jour sur son portefeuille sans rien faire. Mais attention, il y a un mais. Contrairement au Bitcoin, qui vient un peu dans son propre univers, les actifs du monde réel, eux, sont gouvernés par des lois bien tangibles. Et c'est là que les choses se corsent un peu. Voilà une phrase qui résume parfaitement le défi. En théorie, sur une blockchain, le code fait loi. C'est la règle. Mais quand ce code représente un actif financier ou un bien immobilier, elle doit se plier au cadre juridique qui existe déjà. Il n'a pas le choix. Le point absolument crucial à comprendre, c'est que ces tokens ne sont pas des cryptos comme les autres. D'un point de vue juridique, ce sont des titres financiers, des securities. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on ne peut pas les échanger n'importe comment, anonymement. Leur émission et leur vente sont soumises à des règles très strictes, notamment pour protéger les investisseurs et lutter contre le blanchiment. Et cette contrainte réglementaire, ça amène les institutions à un choix fondamental. Soit utiliser une blockchain publique comme Ethereum, qui est un peu comme Internet, ouverte à tous, mondiale, avec une liquidité maximale. Soit opter pour une blockchain privée, qui ressemble plus à un intranet d'entreprise, c'est contrôlé, c'est confidentiel, mais c'est complètement fermé sur soi-même. Après des années de tâtonnement, le marché semble avoir trouvé la solution. C'est le modèle hybride. L'idée est simple. On utilise l'infrastructure d'une blockchain publique pour profiter de sa sécurité et de sa portée mondiale, mais on vient ajouter par-dessus une couche de contrôle privé via le smart contract. Concrètement, seuls les portefeuilles des gens qui ont été vérifiés et autorisés peuvent détenir ou échanger le jeton.
Et ce qui est fascinant, c'est que cette solution technique est en train de forcer un rapprochement entre la finance traditionnelle, la TradFi, et le monde de la crypto. On n'est plus du tout dans une logique d'opposition, mais plutôt dans une collaboration presque forcée. D'un côté, on a les géants comme JP Morgan qui cherchent surtout à réduire leurs coûts de fonctionnement. De l'autre, les startups crypto comme Ondo qui veulent ouvrir l'accès au plus grand nombre. Mais en réalité, les deux mondes ont besoin l'un de l'autre. Le meilleur exemple, c'est BlackRock, un titan de la finance tradi qui s'appuie sur une startup, Securitize, pour lancer son fonds sur la blockchain publique Ethereum. C'est ça, la grande convergence. Bon, alors, si on devait résumer, la tokenisation, c'est une double révolution. D'un côté, elle démocratise l'accès à l'investissement pour les particuliers, et de l'autre, elle optimise de manière radicale les coûts pour les institutions. Tous ces systèmes, pour fonctionner à plein régime, il a besoin du carburant des stablecoins. Et finalement, la solution qui s'impose, c'est un modèle hybride qui force les anciens et les nouveaux mondes de la finance à travailler ensemble. On va se quitter avec une dernière question pour réfléchir. Si un jour, absolument tout, que ce soit une action, un appartement, une œuvre d'art, est un jeton programmable qu'on peut s'échanger en une seconde, qu'est-ce que ça voudra vraiment dire posséder quelque chose? La question est ouverte.